Je me souviens encore de ce matin-là. La tension, l'odeur du café fort et celle plus subtile de la peur, ou du moins de ce que je croyais être de la peur. J'étais assise, adossée au velours usé de cette banquette au Roastery, un café bondé quelque part près de la 4e avenue, le genre d'endroit où le bruit des machines à espresso couvre les pensées les plus sombres. Mon cœur battait la chamade, une symphonie chaotique de triomphe et d'appréhension. J'attendais Sophie. Elle allait arriver, et avec elle, le coup de grâce. Comment j'en étais arrivé là? C'est une longue histoire, pleine de rebondissements et de mauvais calculs. Ça avait commencé par ce que je pensais être ma grande victoire. Il y a quelques mois, je sirotais une coupe de Dom Pérignon, une bulle légère et piquante qui explosait sur ma langue, juste après que le marteau du juge avait frappé. J'étais persuadé d'avoir décroché le gros lot. Julien, l'homme d'affaires prospère, son immense domaine à la colline fleurie et une carte de crédit dont on ne connaissait pas la limite. Je revois encore Sophie, l'ex-femme, quitter le tribunal avec juste une petite mallette et ce sourire étrange, si calme. Je l'avais prise pour une femme vaincue. Mais moi, Marie, j'étais sur le point de découvrir une leçon brutale, un mode accéléré. Je n'avais pas volé un mari. J'avais dérobé un parasite. Et son hôte, lui, venait de prendre la poudre d'escampette. L'encre des papiers de divorce était à peine sèche que Julien avait déjà réservé une table au ciel sur Seine, ce restaurant rooftop le plus chic de Paris. Le genre d'endroit où les serveurs connaissaient ton patrimoine avant même de te verser de l'eau. J'étais là, en face de lui, radieuse. Ma main avait lissé la jupe de ma robe rouge, une robe que Julien m'avait offerte la semaine d'avant, et j'avais levé ma flûte de cristal. « À nous !» avais-je murmuré, faisant teinter mon verre contre le sien. « Et à la liberté !» avait-il ajouté, avachi sur sa chaise, l'air d'un roi triomphant. Il était beau, Julien, de cette beauté de renard argenté, un peu rude qui sentait bon l'exécutif. Il avait pris une gorgée de son Dom Pérignon millésimé, un sourire suffisant aux lèvres. Sophie n'a même pas voulu de la maison. Tu y crois? 20 ans de mariage, et elle a juste signé. Elle avait l'air épuisée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser. Mon amour, avais-je dit, allongeant ma main sur la table pour caresser la sienne. C'est du passé tout ça. Tu avais besoin de quelqu'un qui corresponde à ton énergie, quelqu'un qui sache apprécier l'empire que tu as bâti. Julien avait gonflé un peu le torse. Exactement. Elle était devenue si ennuyeuse. Toujours à parler de budget et de gestion des risques. Je suis un PDG, bon sang. Je ne veux pas rentrer à la maison pour retrouver un tableau Excel. Je veux rentrer à la maison pour ça. Il avait fait un geste vers moi. J'avais gloussé. J'avais 26 ans, ancienne instructrice de fitness, rencontrée dans son club privé. J'avais joué le jeu à la perfection. D'abord l'oreille attentive quand il se plaignait de sa femme froide, puis les contacts accidentels. Finalement, l'ultimatum. Et ce jour-là, j'avais gagné. La femme froide, Sophie, était dehors. Marie était dedans. Alors, avais-je demandé, mes yeux pétillants, quand est-ce que j'aurais les clés? J'ai déjà choisi une nouvelle couleur pour la suite parentale. Ce beige que Sophie aimait, c'est tellement déprimant. Les clés sont dans ma poche, avait-il souri. Elle est partie cet après-midi. La maison est à Nusmarie. Les 5 mètres carrés. J'avais frissonné de plaisir. J'avais bien sûr cherché la propriété sur Google. Elle était évaluée à plusieurs millions d'euros. Piscine, maison d'amis, cave à vin. C'était la vie que je méritais. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'ait pas demandé de pension alimentaire, avais-je murmuré, découpant mon filet mignon. Était-elle à ce point désespérée de partir? Julien avait haussé les épaules, balayant l'idée. Mon avocat, Maître Pierre, a dit qu'elle se sentait probablement coupable. Elle sait qu'elle n'a pas beaucoup contribué à mon succès ces dernières années. Elle est juste restée à la maison, s'occupait des affaires ménagères. C'est moi qui ai gagné l'argent. C'est juste que je le garde. C'est de là que le serveur s'était approché avec l'addition. Julien ne l'avait même pas regardé.
Il avait sorti sa lourde carte American Express noire, celle que j'aimais tant voir, et l'avait glissée dans le portefeuille en cuir. « Mettez 20% de pourboire », avait-il dit nonchalamment. Nous avions attendu 1 minute, puis 3. Le serveur était revenu, pomme, l'air mal à l'aise. Il s'était penché, sa voix un murmure feutré. « Je suis désolé, monsieur, la carte a été refusée. » J'avais eu un coup de fouet. Julien avait laissé échapper un rire sec. « Ne soyez pas ridicule. Passez-la à nouveau. C'est une Amex Black. Ça ne se refuse pas. » Nous avons essayé 3 fois, monsieur. Il est indiqué « compte bloqué ». Le visage de Julien était devenu d'une teinte rouge qui correspondait à ma robe. « Tenez », avait-il claqué, sortant une visa. « Utilisez la carte de l'entreprise. » Le serveur l'avait prise et s'était retiré. J'avais vu la mâchoire de Julien se crisper. « Probablement juste un bug », avais-je dit d'une voix apaisante, même si un petit nœud d'anxiété se formait dans mon estomac. « Vous savez comment sont les banques. » Le serveur était revenu encore plus vite cette fois. « Refusé, monsieur. Signalé perdu ou volé. » Le silence à table était assourdissant. Les gens aux tables voisines commençaient à jeter des regards. « Je ne comprends pas », avait bredouillé Julien. Il avait tapoté ses poches et en avait sorti une carte de débit argentée. « C'est que le compte joint. Il y a plus de 200 000 € là-dedans. Essayez ça. » J'avais retenu mon souffle. J'avais vu le serveur se diriger vers le terminal. J'avais vu le voyant rouge clignoter. Le serveur était revenu l'air piteux. « Encore désolé, monsieur. Vous avez de l'argent liquide? » Julien n'avait pas d'argent liquide. Jamais. Il était un homme qui vivait de plastique et de crédit. Une sueur froide m'avait picoté le cou. « Julien, qu'est-ce qui se passe? »« Je ne sais pas, » avait-il sifflé, humilié. « Sophie a dû trafiquer quelque chose avant de partir. Elle a probablement oublié de transférer l'autorisation. J'appellerai la banque demain matin et j'engueulerai quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit viré. » Finalement, c'est moi qui avais dû payer. J'avais fouillé dans ma petite pochette et sorti ma propre carte de crédit, une carte avec une limite de 2 000 € que j'essayais de rembourser depuis des mois. L'addition du dîner était de 800 €. Je l'avais tendue d'une main tremblante. « C'est bon, ma belle », avait dit Julien, retrouvant son calme, alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, laissant derrière nous les murmures du restaurant. « Juste une erreur administrative. Une fois à la maison, on en rira. J'ai une bouteille de Dôme 142 dans la cave qui vaut plus que tout ce repas. » J'avais hoché la tête, essayant de sourire. La maison. Je m'étais dit, concentre-toi sur la maison. Le trajet jusqu'au domaine avait été silencieux. Julien envoyait furieusement des messages à son avocat, qui ne répondait pas parce qu'il était 22h30 un vendredi soir. J'avais fixé la fenêtre alors que nous montions la route privée menant à la communauté fermée et exclusive de la colline fleurie. C'était ça, le moment dont j'avais rêvé. Nous étions arrivés devant les immenses portails en fer forgé. Julien avait baissé la vitre pour taper le code. Accès refusé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Julien avait claqué sa main contre le volant. Elle a changé le code du portail. Quelle femme mesquine! Il n'y a pas une ouverture manuelle, avais-je demandé. J'ai la télécommande, avait-il marmonné, attrapant une télécommande sur le pare-soleil. Il avait appuyé. Les portails avaient gémi et s'étaient ouverts. Tu vois, elle ne peut pas me garder dehors. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte. Nous avions roulé le long de l'allée sinueuse. Le manoir se dressait devant nous. Une magnifique structure de pierre et de verre. Mais quelque chose semblait différent. Il faisait sombre. Habituellement, l'éclairage paysager baignait la maison d'une chaude lumière dorée. La fontaine au centre de l'allée circulaire dansait d'eau. Ce soir-là, la fontaine était sèche et la maison, une silhouette noire sur le ciel nocturne. « Il doit y avoir une panne de courant dans le quartier », avait grommelé Julien. Il avait garé sa Mercedes en leasing, comme il l'avait mentionné une fois, et nous étions sortis. Mes talons claquaient sur le chemin de pierre. J'avais atteint les immenses doubles portes en chêne. Julien avait cherché ses clés. Il avait poussé la clé dans la serrure et tourné.
La porte s'était ouverte. « Bienvenue à la maison, mon cœur », avait dit Julien, cherchant l'interrupteur dans le hall. Il avait cliqué. Rien. « Merde !» avait juré Julien. Elle a coupé le disjoncteur principal. « Attends, je vais utiliser la lampe torche de mon téléphone. » Il avait illuminé l'espace et j'avais eu un hoquet. Pas un hoquet d'émerveillement. Un hoquet d'horreur. Le hall était vide. Pas seulement rangé, vide. Vide de chez vide. Le grand miroir antique qui avait trôné là. Disparu. Le tapis persan qui s'étirait dans le couloir. Disparu. L'énorme lustre en cristal qui pendait habituellement au-dessus. J'avais levé les yeux. Des fils pendaient du plafond là où le lustre se trouvait. « Elle a pris le lustre », avais-je murmuré. « Qui prend un lustre? »« Sophie !» avait rugi Julien, sa voix résonnant dans la maison creuse. Il avait couru dans le salon, le faisceau de sa lampe torche dansant frénétiquement dans la pièce. Je l'avais suivi, mon cœur s'enfonçant à chaque pas. Le salon était dépouillé. Les canapés en cuir italien, le grand piano, la télévision de 85 pouces, les rideaux, même les stringles à rideaux avaient disparu. Nous avions couru à la cuisine. Le réfrigérateur Sub-Zero était là, mais quand Julien l'avait ouvert, il était vide et chaud. La lumière ne s'allumait pas. « Il n'y a pas de panne de courant dans le quartier ?» avais-je réalisé, regardant par la fenêtre la maison d'à côté, brillamment éclairée. L'électricité a été coupée. Elle n'a pas payé la facture. Julien fulminait. Elle gère les factures. Elle a fait ça exprès pour me nuire. Julien, avais-je dit, la voix tremblante, regarde les murs. Il avait éclairé où je pointais. Aux endroits où de l'or coûteux avait jadis été accroché, des pièces originales d'artistes locaux dont Julien se vantait toujours, il n'y avait que des carrés blancs sur la peinture fanée. Mais ce qui était resté était le plus dérangeant. Sur l'îlot central de la cuisine, posé seul au centre du comptoir en granit, se trouvait une unique enveloppe rouge. Julien l'avait saisie. Il l'avait déchirée. J'avais jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. À l'intérieur, une simple fiche Bristol avec une écriture élégante, nette et indubitablement celle de Sophie. Il n'y était pas écrit « Va au diable ». Il n'y était pas écrit « Je te déteste ». Il y avait 3 noms et 3 numéros de téléphone. 1. Monsieur Dubois, propriétaire. 2. Répossession Banque nationale. 3. Association des propriétaires de la Colline Fleurie. En bas, elle avait écrit une phrase. « J'espère que tu pourras payer le loyer. » Ça, le loyer, avais-je demandé, ma voix aiguë et tendue. « Julien, tu m'as dit que tu étais propriétaire de cette maison. Tu as dit que ton nom était sur l'acte. » Julien fixait la carte, son visage pâle sous la lumière crue du faisceau du téléphone. Nous, l'entreprise paye le bail. C'est une déduction fiscale. Sophie s'occupait des papiers. Donc, tu n'en es pas propriétaire. C'est pratiquement à moi, avait crié Julien, se tournant vers moi. J'y ai vécu pendant 10 ans. Je paye, enfin, le comte paye le loyer. Le comte qui était bloqué au dîner, avais-je demandé. Julien n'avait pas répondu. Il s'était retourné et avait couru dans les escaliers vers la suite parentale. Je l'avais suivi, redoutant ce que j'allais trouver. La suite parentale était le pire de tout. Le lit California King avait disparu. Le dressing dont j'avais rêvé de remplir mes vêtements était entièrement dépouillé, mais Sophie avait laissé une chose. Accroché au centre du placard vide, sur un simple cintre en fil de fer, se trouvait le smoking de Julien. Épinglé sur le revers, une facture de pricing. « Elle a tout pris », avait murmuré Julien, s'effondrant sur le tapis. « Elle a pris les meubles, elle a pris l'or, elle a pris les putains d'ampoules. » J'avais levé les yeux vers le luminaire au plafond. Les ampoules manquaient effectivement. « Julien », avais-je dit, debout dans l'encadrement de la porte, serrant mon sac à main. « Qui est-ce l'associé silencieux dont tu parles toujours? Celui qui a financé ta start-up. » Julien avait levé les yeux, le regard affolé.
Quoi? Tu as toujours dit que tu étais le visage et que tu avais un associé silencieux qui s'occupait du capital. Qui est-ce? Julien avait dégluti difficilement. C'était le père de Sophie. Quand il est mort, le trust est passé à Sophie. J'avais senti la pièce tourner. Alors, avais-je dit lentement, reliant les points que j'aurais dû relier des mois auparavant, Sophie n'est pas juste une femme au foyer qui gère le budget. Elle n'est jamais venue au bureau, s'était-il défendu faiblement. Elle signait juste les chèques. C'était de la banque, Julien, avais-je hurlé, mon sang-froid me lâchant enfin. C'était de la banque et tu viens de divorcer de la banque. Le bruit d'un moteur de voiture qui démarrait à l'extérieur nous avait fait sursauter tous les deux. J'avais couru à la fenêtre. En bas, dans l'allée, une dépanneuse reculait vers la Mercedes de Julien. Non, avait-il halté, se levant précipitamment. Non, non. Il avait dévalé les escaliers en courant, trébuchant dans le noir. Je suis resté à la fenêtre, regardant les feux rouges de la dépanneuse illuminer la fontaine vide. J'ai vu le chauffeur accrocher la Mercedes. Julien est sorti par la porte d'entrée, agitant les bras, hurlant. Le chauffeur lui a tendu un presse-papier, Julien l'a fixé, puis a baissé les épaules. La voiture, celle dans laquelle j'aimais tant être vu, a été soulevée dans les airs. J'ai regardé autour de moi dans la pièce sombre et vide. C'est là que j'ai réalisé que le dîner de la victoire avait été un enterrement. Je me tenais dans la carcasse louée d'une maison avec un homme dont le crédit était pire que le mien. Et quelque part, Sophie dormait probablement paisiblement dans un lit qu'elle possédait réellement. Mais moi, Marie, je n'en savais même pas la moitié encore. Le cauchemar ne faisait que commencer. Le soleil du matin n'avait pas filtré à travers les rideaux, car il n'y en avait pas. Il avait brillé durement à travers les baies vitrées, chauffant la suite parentale vide comme une serre. Je m'étais réveillé avec un torticolis et une migraine lancinante. Pendant une fraction de seconde, j'avais oublié où j'étais. J'avais tendu la main, m'attendant au drap en coton égyptien d'un hôtel de luxe ou à la couette moelleuse que j'avais choisie dans mon esprit. Au lieu de cela, ma main avait heurté la moquette rêche de qualité industrielle. Je m'étais assise. Julien était recroquevillé en position fétale à quelques mètres de là, utilisant sa veste de costume comme oreiller. Il avait l'air vieux à la lumière du jour. Sans les soins coûteux, les costumes sur mesure impeccables et l'aura de richesse, il ressemblait juste à un homme d'âge moyen, avec des cheveux clairsemés et une mauvaise posture. Julien, j'ai donné un coup de pied dans sa chaussure. Julien, réveille-toi. On doit aller à la banque. Julien a gémi, se retournant. Quelle heure il est? Il est 8 heures. La banque ouvre dans 1 heure. On doit régler ce truc de compte bloqué pour qu'on puisse s'acheter un lit. J'ai mal au dos. Il avait fallu appeler un Uber. La Mercedes était à la fourrière et ma voiture, une petite citadine en leasing, était garée à mon ancien appartement à l'autre bout de la ville. Nous n'avions aucun moyen de transport. Attendre sur le trottoir d'un domaine à plusieurs millions d'euros qu'une Toyota Corolla vienne nous chercher fut la première humiliation de la journée. Le chauffeur, un homme joyeux nommé Mark, avait essayé de faire la conversation. « Belle maison, vous deux? Vous emménagez ou vous déménagez? »« On emménage !» avait claqué Julien, fixant son téléphone. Il essayait de se connecter à son application bancaire. « Bon sang! Identifiant invalide. Elle a changé les mots de passe. Elle a changé mes mots de passe. »« Elle peut faire ça? » avais-je demandé, vérifiant mon maquillage dans mon poudrier. J'avais l'air fatigué. Je pensais que tu étais le titulaire du compte. C'est un trust familial joint, avait marmonné Julien. Techniquement, elle est l'administrateur principal. Je suis le bénéficiaire, mais c'est moi qui rapporte l'argent. Ils avaient dirigé l'Uber non pas vers la banque, mais vers l'immeuble de bureau de Julien au centre-ville, Marketing Dubois et Associés. C'était une firme de conseil qu'il avait fondée il y a 15 ans. C'était son royaume. Ici, il avait du pouvoir. Ici, Sophie n'était personne. Ils avaient pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage.
Julien avait redressé sa chemise froissée, essayant de retrouver son sang-froid. « Regarde, m'avait-il dit alors que les portes se s'ouvraient. Je vais demander au service financier d'émettre un chèque pour des fonds d'urgence. On va récupérer la voiture à la fourrière et mes avocats serviront à Sophie une ordonnance restrictive d'ici midi. » L'ascenseur avait fait « ding ». Ils étaient entrés dans le hall élégant aux murs de verre. C'était silencieux, trop silencieux. Habituellement, la réceptionniste, une femme pétillante nommée Claire, répondait au téléphone. Le bureau était vide. Julien avait enjambé le bureau et était entré dans le grand open space. « Où est tout le monde? » avait-il beuglé. « Claire, pourquoi les lumières sont-elles tamisées? » L'open space, habituellement bourdonnant de 20 directeurs de création et chefs de compte, était une ville fantôme. Les écrans d'ordinateur étaient éteints. Les chaises étaient poussées. Les objets personnels, photos de chiens, tasses, plantes, avaient disparu. Une seule personne était au bureau. Assise dans la salle de conférence au mur de verre, à l'autre bout, se trouvait une femme. Elle était calme, posée, et tapait sur un ordinateur portable. C'était Sophie. Elle était magnifique. Elle portait un tailleur pantalon vert émeraude élégant qui complétait parfaitement son teint riche et profond. Ses cheveux étaient tressés en une couronne complexe sur sa tête. Elle n'avait pas l'air d'une divorcée au cœur brisé. Elle avait l'air d'une PDG. Julien avait fait irruption dans la salle de conférence, ouvrant la porte avec fracas. Je traînais derrière, me sentant petite. « Qu'est-ce que c'est que ça? » avait crié Julien, désignant le bureau vide. « Où est mon personnel? Et qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise? » Sophie n'avait pas levé les yeux de son écran. Elle avait pris une langue gorgée de thé. « Ton entreprise? »« Oui, Marketing Dubois en associé. Dubois, j'ai construit ça. »« Tu as construit la marque, » avait corrigé Sophie, le regardant enfin dans les yeux. Son regard était froid, détaché. Tu étais le visage. Tu étais la poignée de main. Mais qui a créé l'entreprise? Julien. Qui a mis les garanties? Qui possède la propriété intellectuelle, la liste de clients et le bail de cet étage? Nous l'avons fait, avait bafouillé Julien. Non, avait dit Sophie, glissant un épais document sur la table en acajou. Le Trust Harper l'a fait. Le Trust de mon père. Tu as signé l'accord d'exploitation il y a 15 ans. Tu ne l'as jamais lu? Julien avait fixé le document. Je gère la vision globale. Je ne lis pas chaque clause. Évidemment, avait dit Sophie sèchement. Clause 14, section B. En cas de dissolution du mariage initié par le bénéficiaire Julien en raison d'infidélité, tous les actifs, y compris les contrats clients, les non commerciaux et les actifs physiques, reviennent uniquement à l'administrateur principal, Sophie. La pierre dans Marketing Dubois, un Pierre, c'était mon nom de jeune fille, Julien. Tu n'es que Dubois, et Dubois ne possède rien. Tu ne peux pas faire ça, avait murmuré Julien, son visage devenant cendre. J'ai des employés, j'ai des salaires. Tu avais des employés, avait corrigé Sophie. J'ai tenu une réunion hier après-midi pendant que tu achetais du champagne. Je leur ai offert 2 choix. Rester avec la structure actuelle qui se dissout ou rejoindre ma nouvelle agence, Harper & Associés, située 2 étages plus haut. Je leur ai offert une augmentation de 10% et de meilleurs avantages. Elle avait fait une pause, un petit sourire dangereux jouant sur ses lèvres. Ils ont tous accepté l'offre, même Claire. J'avais pris la parole pour la première fois, ma voix perçante. Tu ne peux pas simplement lui voler toute sa vie. C'est illégal. Les yeux de Sophie s'étaient posés sur moi. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle m'avait regardé avec la même pitié que l'on pourrait avoir pour un chien errant qui s'est aventuré dans la circulation. « Je n'ai rien volé, Marie, » avait dit Sophie doucement. « J'ai simplement récupéré mon investissement. » Julien était un mauvais investissement, fortement dépensier, faible rendement et valeur en dépréciation. J'ai décidé de liquider.
Elle s'était levée, fermant son ordinateur portable. La sécurité arrive dans 5 minutes pour vous accompagner à la sortie. Je vous suggère de prendre vos effets personnels. Oh, attendez! Vous n'avez pas d'effets personnels ici. Les meubles appartiennent à l'entreprise. L'entreprise m'appartient. Julien, j'avais attrapé son bras. Faire quelque chose, criez-lui dessus. Mais Julien était paralysé. Il feuilletait le contrat, ses yeux parcourant frénétiquement le jargon juridique qu'il avait ignoré pendant une décennie. Il avait réalisé, avec une horreur grandissante, que Sophie n'avait pas juste été une femme au foyer. Elle avait été le moteur. Lui, il n'avait été que l'ornement sur le capot. Sophie avait gloussé Julien, sa voix craquant. La carte de l'entreprise, les comptes bancaires, ils sont tous liés au trust. Tout, avait-elle confirmé. Tu as tes économies personnelles, bien sûr. Ce compte que tu as ouvert l'année dernière. Julien était devenu pâle. Je l'ai dépensé pour la bague et le voyage à Saint-Barth. Sophie avait jeté un coup d'œil au diamant à mon doigt. Il était énorme. Tape à l'œil, mais énorme. Eh bien, avait dit Sophie, passant devant nous vers la porte. Au moins, tu as la bague. Tu pourrais la mettre au monde de piété. Le loyer dans cette ville est cher quand on n'a pas d'indemnité de logement d'entreprise. Elle s'était arrêtée à la porte et s'était retournée une dernière fois. Oh, et Julien, j'ai résilié ton forfait de téléphone portable ce matin. C'était une dépense professionnelle. Bonne vie. Elle était sortie. Le cliquetis de ses talons sur le béton poli avait résonné comme des coups de feu. 10 minutes plus tard, 2 agents de sécurité, des hommes que Julien avait salués par leur nom pendant des années, nous ont escortés jusqu'à l'ascenseur. Ils n'ont pas établi de contact visuel. Ils ont juste appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Julien et moi sommes restés sur le trottoir devant l'immeuble. Il a commencé à pleuvoir. Alors, j'ai dit, mon mascara commençant à couler. Tu es fauché. Tu es vraiment fauché. C'est un contretemps temporaire, a crié Julien par-dessus le bruit de la circulation, bien qu'il ait eu l'air sur le point de vomir. Je suis Julien Dubois. J'ai des contacts. J'ai une réputation. Je monterai une nouvelle entreprise. Je récupérerai les clients. Avec quel argent? Ai-je sifflé. Tu ne peux même pas t'acheter un sandwich en ce moment. Julien a tapoté ses poches. Il en a sorti la carte de crédit platine qui n'était plus qu'un morceau de plastique inutile. Il faut qu'on y aille, a-t-il marmonné. Il faut qu'on règle ça. Allez où? Ai-je hurlé. On ne peut pas aller à la maison. L'électricité est coupée. Il n'y a pas de nourriture. Et tu sais quoi? Je parie que le loyer n'est pas payé non plus. J'avais raison. 3 semaines plus tard, le contretemps temporaire était devenu un mode de vie permanent. Je suis assise sur le bord du matelas affaissé au motel du ciel bleu. Il est situé près de l'aéroport, le genre d'endroit où les tapis semblent humides même quand ils sont secs, et les murs sont assez fins pour entendre le couple d'à côté se disputer à propos d'argent de la drogue. La chambre sent la cigarette froide et le désespoir. Il nous avait expulsés du manoir 3 jours après le dîner de la victoire. Il s'est avéré que le bail contenait une clause de moralité concernant les occupants, et comme le trust avait cessé de payer le propriétaire, M. Dubois n'avait eu aucune patience pour un squatteur et sa maîtresse. Nous avions vendu ma bague de fiançailles. Sophie avait raison. C'était notre seul bouée de sauvetage. Mais Julien, étant Julien, l'avait surpayé au départ. Il l'avait acheté 40 000. Le prêteur sur gage nous avait donné 8. Ces 8 000 euros s'amenuisaient rapidement. Julien est assis au petit bureau branlant dans le coin, fixant un ordinateur portable reconditionné qu'il avait acheté sur le Bon Coin. Il porte toujours l'un de ses costumes, bien qu'il soit froissé et taché de café. Il refuse de porter un jean. Il dit que les jeans sont pour les subordonnés. Du nouveau? Ai-je demandé, me faisant les ongles. C'est une habitude nerveuse que j'ai prise. Ces chasseurs de tête sont des idiots, a raillé Julien, claquant l'ordinateur portable. Ils ne cessent de m'offrir des postes de consultant ou de manager senior. Savent-ils qui je suis? J'étais PDG.
Je ne vais pas prendre d'ordre de jeune diplômé de MBA de 30 ans. Julien, ai-je dit, ma voix sèche, il nous reste 1 200 €. Le motel coûte 400 € par semaine. On a besoin d'argent. J'y travaille. Y travailler. Je suis en train de construire une proposition pour une nouvelle société de capital risque. Une fois qu'ils verront ma vision. Arrête avec la vision. Je me suis levé, jetant la bouteille de vernis à ongles. Elle a rebondi sur le tapis. On ne peut pas manger de vision. Tu as besoin d'un travail, un vrai travail. Va travailler chez Starbucks. Va conduire un camion. Je m'en fiche. Julien s'est levé, le visage déformé. Je ne me rabaisserai pas, je suis une marque. Tu es une blague, ai-je hurlé en retour. J'ai vérifié ton LinkedIn, Julien. Tu sais ce que les gens disent. Ils se moquent de toi. L'agence de Sophie vient de décrocher le compte Apex Tech. C'était ton plus gros client. Elle les a eus. Julien a grimacé. Ça faisait plus mal que la pauvreté, la perte de statut. J'ai besoin que mon costume soit nettoyé, a-t-il esquivé. J'ai un rendez-vous avec Arthur Dubois demain. C'est un vieil ami de golf. Il va investir. Julien a dépensé 200 € de notre argent restant pour faire nettoyer son costume et cirer ses chaussures. Il est allé au rendez-vous avec Arthur. Il est revenu 3 heures plus tard, l'air abattu. Alors, ai-je demandé, il m'a offert un travail, a marmonné Julien, desserrant sa cravate. C'est super. Qu'est-ce que c'est? VP directeur? Julien a fixé le sol. Commercial, commission uniquement, vendre des panneaux solaires en porte-à-porte. J'ai laissé échapper un rire dur et cruel. Des panneaux solaires, le grand Julien Dubois. J'ai refusé, a-t-il dit doucement. Tu quoi? J'ai refusé. Je ne suis pas un vendeur en porte-à-porte. Tu es au chômage, ai-je crié. J'ai attrapé mon sac à main. C'est fini. J'en ai marre d'attendre que tu nous sauves. Où vas-tu? Chercher un travail, parce qu'il faut bien que l'un de nous vive dans la réalité. Je suis sorti de la chambre du motel, claquant la porte. J'ai pris un bus, une autre humiliation, pour me rendre à la salle de sport chic du centre-ville où j'avais travaillé. J'espérais que mon ancien manager, Benoît, était toujours là. J'étais parti en grande pompe il y a 6 mois, disant à tout le monde que je prenais ma retraite pour être avec mon fiancé multimillionnaire. Y retourner était comme avaler du verre. Je me suis approché de la réception. La fille qui travaillait là était nouvelle, jeune et en forme, comme moi autrefois. « Je peux vous aider? » a-t-elle demandé gaiement. « Je suis ici pour voir Benoît, » ai-je dit, serrant mon sac à main. J'ai travaillé ici. Benoît est sorti du bureau. Quand il m'a vu, ses sourcils l'ont fusé. Marie, wow, ça fait un moment. Je pensais que tu menais la grande vie à la colline fleurie. C'est le cas, ai-je menti, forçant un sourire. C'est génial, incroyable. Mais tu sais, je m'ennuie. L'énergie d'ici me manque. Je me demandais si tu avais des postes disponibles, juste pour m'amuser. Benoît m'a dévisagé. Il a remarqué les marques d'usure sur mes chaussures de créateur. Il a remarqué l'anxiété dans mes yeux. Il n'était pas stupide. Nous avons le personnel au complet pour les entraîneurs, a dit Benoît lentement. Mais nous avons perdu notre équipe de nettoyage la semaine dernière. J'ai besoin de quelqu'un pour les vestiaires et le service des serviettes. Salaire minimum plus accès gratuit à la salle de sport. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, nettoyer les vestiaires, ramasser les serviettes mouillées des femmes que j'entraînais autrefois. Je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré. C'est tout ce que j'ai, Marie, a haussé Benoît. Prends-le ou laisse-le. J'ai pensé à la chambre du motel. J'ai pensé à l'argent qui diminuait. J'ai pensé à Julien, assis là dans son costume froissé, attendant un miracle qui ne viendrait pas. Je le prends, et je dis, ma voix tremblante. Quand est-ce que je commence? Demain à 5 heures du matin. Ne sois pas en retard. Je suis sorti de la salle de sport. En passant devant le bar à jus,
J'ai vu un écran de télévision monter au mur. Il diffusait une chaîne d'information économique locale. Le titre a défilé sur l'écran. Femme de l'année, Sophie Harper réinvente le jeu du marketing. À l'écran, Sophie recevait un prix. Elle était radieuse, entourée de cadres applaudissants. Elle avait l'air puissante, elle avait l'air libre. Le journaliste lui a demandé, « Madame Harper, quelle a été la clé de votre croissance explosive soudaine ce trimestre? » Sophie a souri à la caméra. « J'ai coupé le poids mort, a-t-elle dit. Parfois, il faut tailler les branches pour sauver l'arbre. Je suis restée figée sur le trottoir. Je n'étais pas la gagnante. Je n'étais pas la reine. J'étais le poids mort et j'étais sur le point de rentrer chez moi vers la branche qui avait été coupée. Quand je suis rentré au motel, Julien buvait du whisky bon marché dans un gobelet en plastique. « Tu as trouvé un travail? » a-t-il demandé, un peu brouillé. « Oui, » ai-je dit, retirant mes talons. « Je suis ramasseuse de serviettes. »« Bien, » a grommelé Julien, allumant la télévision. « Au moins l'un de nous rapporte de l'argent. Hé, tu peux me prêter 20 €? Je veux une pizza. » Je l'ai regardé, l'homme beau et riche pour qui j'avais détruit un mariage. « Va la chercher toi-même, » ai-je dit froidement. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Je me suis regardé dans le miroir fendu. J'étais jeune, j'étais jolie et j'étais piégée. Mais la vraie tournure, c'est que je n'étais pas encore enceinte. J'avais pensé à le piéger avec un bébé des mois auparavant. Maintenant, je remerciais Dieu de ne pas l'avoir fait. J'ai regardé mon téléphone. J'avais toujours le numéro de Sophie enregistré depuis que j'avais l'habitude d'espionner son statut WhatsApp. Mon pouce a hésité sur le bouton d'appel. Et si je lui disais, ai-je pensé, et si je lui disais à quel point il est pathétique maintenant, le reprendrait-elle? Non. Sophie était intelligente, mais peut-être que Sophie paierait pour le garder loin. Un plan sombre a commencé à se former dans mon esprit. Si je ne pouvais pas être la femme et que je ne pouvais pas être la maîtresse, peut-être que je pourrais être la maîtresse chanteuse. Maman, ici je dois m'arrêter un instant. C'est dingue, non? Je me retrouve là à ramasser des serviettes mouillées dans une chambre de motel qui sent la clope et le désespoir. Et mon grand plan, c'est de faire chanter la femme que j'ai contribué à ruiner. Enfin, que j'ai cru ruiner. À ce moment-là, je pensais que j'étais une sorte de stratège, une force de la nature, alors qu'en fait, j'étais juste une marionnette. Le scénario est tellement absurde que, si je ne l'avais pas vécu, je ne le croirais pas. Et le pire, c'est que je ne me suis même pas demandé si ce que je faisais était juste efficace. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais tombé, à quel point j'avais cessé de penser avec ma tête pour ne suivre que mes envies, mes frustrations. Je n'étais plus moi-même, j'étais devenu une sorte de caricature de ce que je détestais. Je crois qu'on ne voit jamais vraiment où on va quand on est en pleine chute libre. On s'accroche à la moindre illusion de contrôle. Et moi, mon illusion, c'était ce plan. Ridicule quand j'y pense aujourd'hui. La chambre du motel du ciel bleu semblait rétrécir chaque jour. Les murs semblaient se refermer, tachés par la fumée des occupants précédents et le désespoir des actuels. C'était 2 heures du matin un mardi. Julien ronflait bruyamment, une bouteille de bourbon à moitié vide posée sur la table de chevet à côté de sa tête. Il avait passé la journée à faire du réseau dans un bar de plongée local, ce qui impliquait principalement de raconter à quiconque voulait l'écouter qu'il avait conduit une Mercedes. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, le seul endroit où la lumière ne le réveillerait pas. J'étais entouré de papiers. Quand ils avaient été expulsés du manoir, Julien avait réussi à sauver une boîte de dossiers de son bureau à domicile avant que le propriétaire ne les enferme. Il appelait ça ses archives du patrimoine. J'appelais ça la boîte à conneries. Mais cette nuit-là, désespéré et alimenté par une boisson énergisante bon marché, je cherchais de l'or. J'ai feuilleté de vieilles déclarations de revenus, des récompenses insignifiantes et des cartes de score de golf. J'étais sur le point d'abandonner quand ma main a effleuré une lourde enveloppe cartonnée scotchée au fond de la boîte. Elle n'était pas étiquetée. Mon cœur a fait un bond.
J'ai décollé le ruban adhésif et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, non pas de la Banque nationale ou de la Chase. Ceux-ci provenaient d'une banque des îles Caïmans. Le titulaire du compte était indiqué comme G. Sterling Consulting. Mes yeux se sont écarquillés alors que je scannais les dépôts. 50 millions de transferts bancaires, 75 000 de dépôts en espèces, 120 000 en holding offshore. Les dates remontaient à 5 ans. Le solde total était presque nul maintenant. Julien l'avait clairement vidé pour financer son mode de vie, mais la source de l'argent était ce qui importait. Agrafées à l'arrière des relevés se trouvaient des factures adressées à une entreprise de construction connue pour les scandales de corruption municipale, Bâtiment Apex. J'ai tout assemblé. Julien n'avait pas seulement été un mari paresseux. Il avait pris des pots de vin. Il acceptait des pots de vin de fournisseurs pour leur obtenir des contrats avec l'entreprise de Sophie, Marketing Dubois et Associés. Il canalisait de l'argent sale via un compte offshore pour le cacher à Sophie. J'ai souri. C'était un sourire froid et tranchant. Si cela se savait, Marketing Dubois et Associés, maintenant Harper et Associés, serait traîné dans la boue. La réputation de Sophie en tant que PDG propre et éthique serait détruite. La SEC enquêterait. Les clients fuiraient. C'était ça. C'était mon levier. J'ai pris des photos de chaque document avec mon téléphone. J'ai caché l'enveloppe dans mon sac à main. Puis je me suis glissé dans le lit de Motel Bosley, mais je n'ai pas dormi. J'ai passé le reste de la nuit à répéter mon discours. Le lendemain matin, pendant que Julien, la gueule de bois, grommelait sous la douche, j'ai passé l'appel. J'ai appelé le bureau de Sophie, ligne exécutive Harper & Associés. Une voix claire a répondu. « Je dois parler à Sophie. » Ai-je dit, ma voix ferme. Madame Harper est en réunion toute la journée, puis je demandai qui appelle. « Dites-lui que c'est Marie. Dites-lui que j'ai trouvé le dossier des Caïmans. Dites-lui que si elle ne me rencontre pas dans 1 heure, j'envoie ça au ministère de la Justice et au courrier de la ville. » Il y a eu une pause, un long silence pesant. Puis la voix de l'assistante est revenue, semblant légèrement tendue. « Madame Harper vous rencontrera à 11 heures précises. Il y a un café sur la 4e et la main appelée Le Roastery. Ne soyez pas en retard. » J'ai raccroché, j'ai ressenti une poussée d'adrénaline. J'ai mis ma meilleure tenue, un blazer blanc légèrement taché au poignet, mais c'était tout ce que j'avais. J'ai mis de grandes lunettes de soleil. « Où vas-tu » a demandé Julien, sortant de la salle de bain avec une serviette autour de la taille. Il avait l'air bouffi et misérable. « J'ai un rendez-vous, » ai-je dit vaguement. « Je vais nous faire récupérer notre argent. »« Tu as trouvé un meilleur travail ?» a demandé Julien, plein d'espoir. « Quelque chose comme ça. » J'ai pris le bus jusqu'au centre-ville. Je suis arrivé au Roastery 10 minutes en avance. J'ai choisi une banquette à l'arrière, face à la porte. Je voulais voir Sophie entrer. Je voulais voir la peur dans les yeux de cette femme. À 11 heures pile, une berline noire s'est arrêtée dehors. Le chauffeur a ouvert la porte et Sophie en est sortie. Elle était impeccable. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, des perles et des talons qui coûtaient plus que toutes mes économies. Elle est entrée dans le café, scannant la pièce. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il n'y avait pas de peur. Il n'y avait que de l'agacement. Sophie s'est approchée et s'est assise. Elle n'a pas commandé de café. Elle a posé son sac à main coûteux sur la table et a croisé les mains. « Tu as 5 minutes, Marie. J'ai une réservation pour le déjeuner à midi. » J'ai sorti l'enveloppe de mon sac à main et l'ai claquée sur la table. « Arrête de jouer la comédie, Sophie. Je sais tout. » Sophie a jeté un coup d'œil à l'enveloppe, mais ne l'a pas touchée. « Vraiment? Je sais que Julien prenait des pots de vin des bâtiments Apex. » Ai-je sifflé, me penchant. Je sais qu'il canalisait de l'argent dans un compte des Caïmans. Et je sais que puisqu'il était le PDG de ton entreprise, tu es responsable. Si cela se sait, ton prix de femme de l'année ira à la poubelle. Le cours de tes actions s'effondrera. Tu iras en prison pour fraude. Sophie m'a regardé fixement,
son expression indéchiffrable. Alors, voici l'accord, ai-je poursuivi, me sentant puissante. Je veux 500 000 euros, en espèces aujourd'hui, et je veux un billet d'avion pour Paris. Tu me donnes ça et je brûle ces papiers. Je disparais. J'ai reculé, croisant les bras, ou je te détruis. Le café était bruyant avec le son des machines à espresso et le bavardage, mais à notre table, l'air était lourd de tension. Sophie a regardé l'enveloppe, puis elle m'a regardé. Lentement, un sourire s'est étiré sur son visage. Ce n'était pas un sourire nerveux. C'était le sourire d'un prédateur regardant un lapin blessé. « Oh, Mary !» a soupiré Sophie, secouant la tête. « Tu es vraiment parfaite pour lui. Vous êtes tous les deux si confiants dans votre incompétence. »« Excusez-moi, » ai-je claqué. « Ouvre l'enveloppe, Marie. Regarde les dates sur les relevés des Caïmans. » J'ai froncé les sourcils. J'ai sorti les papiers. 2021, 2022. Qu'est-ce qu'elles ont? Maintenant, a dit Sophie, plongeant la main dans son propre sac à main. Elle en a sorti un élégant dossier en cuir. Regarde ça. Elle a glissé un document sur la table. C'était une déclaration sous serment notariée estampillée par le bureau du procureur. J'ai découvert le compte des Caïmans de Julien il y a 2 ans, a dit Sophie calmement. J'ai engagé un expert comptable judiciaire quand les chiffres ne correspondaient pas. J'ai trouvé les pots de vin. J'ai trouvé les dessous de table. J'ai eu froid. Tu savais? Bien sûr que je savais, a ri doucement Sophie. C'est moi qui l'ai signalé. J'ai senti le sang quitter mon visage. Tu l'as signalé? Mais c'est ton mari, c'est ton entreprise. C'est précisément pourquoi je devais me protéger, a expliqué Sophie, parlant comme si elle enseignait à un enfant lent. Ce document ici, c'est un accord d'immunité. J'ai remis toutes les preuves du détournement de fonds de Julien aux autorités il y a 18 mois. En échange de ma coopération et de la restructuration de l'entreprise pour l'en retirer, le procureur a accepté de me traiter comme une victime ou un témoin, pas comme une co-conspiratrice. Sophie a tapoté une de ses ongles parfaitement manucurés sur la table. Ils construisent un dossier contre Bâtiment Apex depuis des années. Julien n'est qu'un petit poisson qu'ils utilisent même pour attraper les requins. Ils m'ont demandé de le maintenir en place, de le laisser croire qu'il s'en sortait, afin de pouvoir suivre les flux d'argent. Je la regardais, la bouche ouverte. Donc, tu n'as pas divorcé à cause de moi? Sophie a laissé échapper un rire franc et chaleureux. Oh, chérie, non, tu n'étais qu'une excuse bien pratique. J'attendais que le procureur me donne le feu vert pour couper les ponts. Quand tu es arrivé avec ta petite affaire, ce fut un cadeau. Ça m'a donné la raison personnelle parfaite pour déposer rapidement une demande de divorce sans alerter les partenaires criminels de Julien que les fédéraux surveillaient. J'avais la nausée. Je n'avais pas volé un mari. J'avais marché dans une opération d'infiltration fédérale. Alors, ai-je murmuré, Julien va finir en prison. Sophie a haussé les épaules. Une fois que l'acte d'accusation sera tombé, probablement 5 à 10 ans pour racket, fraude, évasion fiscale. Sophie s'est penchée en avant, ses yeux se durcissant. Mais voici la partie qui te concerne, Marie. Sophie a tourné une page dans son dossier en cuir. Elle a pointé une section sur un relevé de transfert bancaire. « Tu vois ces retraits du compte des Caïmans ?» a demandé Sophie. 14 mai, 12 000 euros. 3 juin, 8 500. 20 août, 20 000. Je ne sais pas ce que c'est, ai-je balbutié. Vraiment. Sophie a levé un sourcil. Le 14 mai, c'est le jour où tu as acheté cette montre Cartier que tu as postée sur Instagram. Le 3 juin, c'est l'acompte de ton Audi en leasing. Le 20 août, c'est le voyage à Saint-Barth. Sophie a sorti une autre photo, une capture d'écran de mes propres réseaux sociaux. J'y tenais une pile de billets sur un bateau avec la légende « Cher Béni Machar gâté ». Tu as dépensé l'argent volé, Marie, a dit Sophie, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Et selon la loi, puisque tu as accepté des cadeaux et des fonds provenant d'activités criminelles,
cela fait de toi une bénéficiaire de la fraude, ou si le procureur est de mauvaise humeur, une complice. J'ai agrippé la table. La pièce tournait. Je ne savais pas. Il m'a dit que c'était son bonus. L'ignorance n'est pas une défense légale, a dit Sophie froidement. Surtout quand tu tentes activement de faire chanter un témoin avec des preuves du crime. C'est de l'entrave à la justice, Marie. C'est un crime en soi. Sophie a tendu la main et a doucement pris l'enveloppe cartonnée de mes mains tremblantes. Alors, voici comment ça va se passer, a dit Sophie, mettant l'enveloppe dans son sac. Tu vas sortir d'ici. Tu vas oublier que tu as jamais vu ces papiers. Tu ne vas pas me demander 500 000 euros. Tu ne vas même pas me demander 5 euros. Et si je ne le fais pas, ai-je étouffé. Alors, je remets cet enregistrement. Sophie a tapoté son téléphone qui était posé face cachée sur la table, enregistrant toute la conversation à l'agent du FBI en charge du dossier de Julien. Il cherche un levier pour faire plaider coupable Julien. Menacer d'arrêter sa jolie petite maîtresse serait un excellent levier. Je me suis levé. Mes jambes étaient comme de la gelée. J'ai regardé Sophie. Cette femme que j'avais qualifiée de vieille et ennuyeuse. C'était la personne la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée. « Et Julien ?» ai-je demandé. « Il sait ?» ?»« Non, » a dit Sophie se levant et lissant sa jupe. « Et tu ne vas pas lui dire, car s'il panique et s'enfuit, l'accord est rompu, et je dirai aux fédéraux que tu l'as prévenu. » Sophie a vérifié sa montre. « Je dois y aller. Mon rendez-vous pour le déjeuner déteste quand je suis en retard. C'était agréable de discuter avec toi, Marie. Profite du motel. » Elle est sortie, la tête haute. Elle a fait signe à son chauffeur, s'est glissée dans la berline et s'est éloignée dans la circulation. Qui aurait pu imaginer ça? Vraiment, qui? J'étais resté seul dans le café. Je me sentais exposé, vulnérable et incroyablement stupide. Je suis retourné à l'arrêt de bus dans un état second. Le plan de chantage avait si spectaculairement échoué que j'avais de la chance d'être en liberté. Quand je suis rentré au motel du ciel bleu, la porte était entr'ouverte. Mon cœur a martelé. Julien avait-il découvert? La police était-elle déjà venue? J'ai poussé la porte. La chambre était en désordre. Les quelques vêtements que nous avions étaient éparpillés partout. La télévision était cassée. Julien était assis par terre, la tête dans les mains. Il se balançait d'avant en arrière. « Julien ?» ai-je demandé prudemment. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Julien a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang et sauvage. Il tenait un morceau de papier. C'était une lettre. Mon avocat, mon ancien avocat, Pierre. Il m'a enfin rappelé, a-t-il dit d'une voix rauque. Il a dit qu'il avait été assigné à comparaître. Il a dit que le FBI avait perquisitionné le bureau des bâtiments Apex ce matin. Julien s'est levé en se précipitant, me saisissant par les épaules. Il sentait la peur et la sueur. Ils savent, Marie. Ils savent pour l'argent des Caïmans. Sophie. Elle m'a piégé. Elle a dû leur dire. Je l'ai regardé. J'ai vu la panique. J'ai vu le destin imminent. Pendant une seconde, j'ai pensé à le réconforter. J'ai pensé à rester à ses côtés comme une partenaire loyale. Puis je me suis souvenu des mots de Sophie. Tu as dépensé l'argent volé. Si je restais avec Julien, je coulerais avec lui. La police me relierait au train de vie, au cadeau, à l'argent. Mais si je partais, si je m'enfuyais maintenant, peut-être que je pourrais prétendre que j'étais juste une victime, une fille dupée par un escroc. Julien, ai-je dit doucement, il faut partir, il faut s'enfuir. Oui, et qui est-ce, Julien, frénétiquement? On peut aller au Mexique. J'ai un ami à Cabo. D'accord, ai-je dit. Va chercher la voiture. La Mercedes est partie, mais on peut voler une voiture ou prendre un taxi jusqu'à la frontière. Tu prépares les sacs, a crié Julien, attrapant sa veste. Je vais trouver un moyen de transport. On se retrouve sur le parking dans 10 minutes. Julien a couru hors de la porte, alimenté par l'adrénaline d'un homme pourchassé. Je l'ai regardé partir. Dès qu'il a été hors de vue,
J'ai attrapé mon sac à main. Je n'ai pas fait de bagages, je n'ai pas pris les vêtements de Julien. J'ai regardé la bague de fiançailles, la fausse en oxyde de zirconium que j'avais achetée dans une pharmacie pour remplacer la vraie que nous avions vendue. Je l'ai retirée et l'ai laissée tomber sur le tapis sale. Je suis sorti de la chambre. Mais je ne suis pas allé au parking. Je suis sorti par la sortie arrière du motel, j'ai traversé un trou dans de la clôture en grillage et j'ai couru vers la gare. J'avais 40 € en poche. C'était suffisant pour un billet pour la maison de ma sœur à Dijon. Ma sœur qui détestait Julien. Ma sœur qui vivait dans un mobile home, mais qui était honnête. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai laissé Julien Dubois affronter le FBI, les dettes et la fureur de Sophie Harper seule. Mais alors que j'étais assise dans le train, regardant la ville s'estomper, j'ai réalisé que l'histoire n'était pas tout à fait terminée. J'avais échappé à la loi pour l'instant, mais je portais un secret. J'ai baissé les yeux sur mon ventre. J'avais eu la nausée toute la semaine. Je pensais que c'était le stress. Mais alors que le train cahotait sur les rails, j'ai fait le calcul. J'étais en retard. J'étais enceinte. Et le père était un homme qui était sur le point d'être le prisonnier fédéral numéro 843720. 5 ans plus tard, la poussière est retombée, mais les paysages de Trois-Vies avaient changé pour toujours. Julien Dubois, autrefois le roi du conseil d'administration, était maintenant le détenu 83720 à l'établissement correctionnel fédéral de Montreuil. Le renard argenté avait disparu. Il était chauve, grisonnant, et travaillait à la blanchisserie de la prison pour 12 centimes de l'heure. Il passait ses journées à se vanter auprès d'autres détenus de l'Empire qu'il dirigeait autrefois, bien que de moins en moins l'écoutaient. Il n'a jamais reçu de visiteurs. Il a écrit des lettres à votre Toffie pendant la première année, suppliant, puis menaçant, puis s'excusant, mais elles ont toutes été renvoyées non ouvertes. Sophie Harper, en revanche, n'avait jamais été aussi radieuse. Harper & Associés était devenue mondiale, ouvrant des bureaux à Londres et à Tokyo. Elle avait fait la couverture de Forbes sous le titre « Le phénix du marketing ». Elle ne s'était pas remariée. Elle disait à ses amis qu'elle avait passé 20 ans à élever un homme-enfant et qu'elle profitait enfin de son nid vide. Elle passait ses étés en Toscane et ses hivers à Courchevel, vivant la vie que Julien avait prétendu lui offrir, payée par la fortune qu'elle avait eu l'intelligence de protéger. Et puis, il y avait moi, Marie. Je vivais dans un petit appartement de 2 chambres à Dijon. Le glamour de la ville, les sacs de marque et les brunchs au champagne étaient des souvenirs lointains qui ressemblaient à un film que j'avais vu un jour. Je travaillais en double service dans un bistrot appelé le bistrot de Mamie, nettoyant la graisse des tables et souriant aux camionneurs pour des pourboires. Mes mains étaient une rage et mes pieds me faisaient toujours mal. Un mardi pluvieux, alors que j'essuyais le comptoir, j'ai jeté un coup d'œil à un journal jeté qu'un client avait laissé. Là, sur la page économique, il y avait une photo de Sophie. Elle coupait un ruban lors d'un gala de bienfaisance, l'air radieux et puissant. J'ai ressenti une piqûre dans ma poitrine, mais je n'ai pas eu le temps de m'y attarder. « Maman !» a appelé une petite voix depuis la banquette dans le coin où il coloriait. J'ai regardé. Mon fils de 4 ans, Noah, m'a regardé. Il avait la même mâchoire que Julien. Il avait le même sourire charmant qui cachait une veine tenace. Je me suis approché et lui ai lissé les cheveux. Je l'aimais plus que tout. Mais chaque fois que je le regardais, on me rappelait l'homme qui avait ruiné ma vie et la femme que j'avais essayé de détruire. J'avais cru que je volais un prince à une méchante sorcière. En réalité, j'avais sauvé la reine en volant le bouffon de la cour. « Allez, Noah !» j'ai soupiré, dénouant mon tablier. « Rentrons à la maison. » J'ai pris la main de mon fils et suis sorti sous la pluie, une maîtresse qui avait gagné le prix, pour finalement réaliser que le prix ne valait rien. Aujourd'hui, Noah a grandi, et moi j'ai appris. Mais est-ce que c'était une victoire, tout ça? Je ne sais pas. La vie, c'est pas un conte de fées, hein? Juste une succession de choix, bons, mauvais, et parfois on ne sait plus trop.
Parfois, je me dis que j'ai eu de la chance. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur irréparable. C'est peut-être un peu des deux, non? Rien n'est jamais vraiment blanc ou noir. C'est juste la vie. Ma vie, en tout cas.